Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette nouvelle édition de ma thèse en 180 secondes. Vous allez voir une édition toute spéciale puisqu'il s'agit d'une édition commune entre les universités de Neuchâtel et l'université de Fribourg. Donc bienvenue, on est ravis parce que l'année passée, il n'y avait personne dans cette salle, il y avait nous, les candidats, le jury, on se sentait un peu seul. Par contre, ça nous a permis de commencer une nouvelle aventure, c'est-à-dire la diffusion, comme beaucoup de gens l'ont fait, de cette soirée aussi sur le web. Et c'est une chance parce que vous allez le découvrir ce soir, les candidats fribourgeois et neuchâtelois ne sont pas que fribourgeois et neuchâtelois, et donc on nous regarde ce soir depuis le Liban, on nous regarde depuis le Mexique. C'est assez excitant de savoir que tous ces gens peuvent être réunis dans la salle du Nouveau Monde avec nous ce soir en direct. Pour tous ceux qui sont plus près, mais qui ont décidé de rester dans leur salon, c'est bien aussi. Suivez-nous, encouragez nos candidats, participez depuis où vous êtes. Ils ont besoin de tous vos encouragements. J'espère que vous êtes bien installés. Vous avez trouvé vos petits programmes sur vos chaises, que votre smartphone est prêt à être dégainé, que vous allez voter et soutenir nos candidats. J'espère parce que, je vous jure, le fond, ça va, mais au premier rang, je sens comme une tension sur ma droite. Il se passe quelque chose là. Donc, savourez votre confort, messieurs, dames, parce que vous êtes bien où vous êtes, je vous promets. Parce que c'est pas facile de résumer sa thèse, 3 ans de travail, 4 ans de travail, parfois plus, en 3 minutes, et c'est l'exercice que nos candidats ont décidé de faire. C'est un exercice qui est un peu à la mode. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre en danger, comme on dit, de se remettre en question. C'est un truc, on aime bien pousser les gens à faire ça, et ce soir, ils ont osé le faire, donc ils méritent tout votre soutien. Je propose que vous les applaudissiez déjà une première fois, nos candidats. Et puis, j'aimerais vous dire quelque chose de plus sur ces candidats, parce que c'est quelque chose qui m'impressionne chaque année. Donc, c'est 8 concurrents. On est bien dans un concours, vous allez voter. Mais la première chose qu'ils vont faire ce soir, et qu'ils ont fait devant mes yeux, devant les yeux de toute l'équipe d'organisation, toute la journée, c'est qu'ils ont commencé par faire mentir un dicton. Vous savez, quand on dit, quand on a des amis comme ça, on n'a plus besoin d'ennemis. Là, ce que j'ai vu cet après-midi, c'est quand on a des concurrents comme ça, on se fait de nouveaux amis, en fait. Et c'est ça qu'on a vu naître cet après-midi, c'est ça qu'on a vu naître les autres années. C'est un effet assez magique de ma thèse en 180 secondes. Tous ces gens qui étudient des choses différentes et qui se retrouvent le temps d'une journée, d'une soirée, dans la même aventure, dans la même galère, je pense. C'est ce qu'ils doivent penser maintenant, en fait. Donc vraiment, bravo et bonne chance pour tout à l'heure. En même temps, on n'est pas dans un monde de bisounours, ça aussi, c'est une expression à la mode, donc on va très vite reprendre contact avec la réalité. Et quand on dit concours, on dit jury. Et donc, nous allons accueillir notre jury sur la scène. Premier membre de jury, c'est toujours comme ça, on prend les invités en premier. Madame Barbara Valdis, de l'Université de Neuchâtel, rejoignez-moi. Vous êtes professeure ordinaire de travail social et directrice de l'Institut transdisciplinaire de travail social. Jusque-là, j'ai tout bon. Moi, j'aimerais bien savoir, vous venez de Neuchâtel, on fait ce concours ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée? Il vous faut un micro. Voilà. Alors, il fonctionne. Qu'est-ce que j'attends? J'ai du plaisir à revenir à Fribourg où j'ai fait ma thèse et je suis curieuse d'entendre comment aujourd'hui on fait une thèse parce que cet institut que je viens de créer ou alors à la tête duquel je suis, ça forme des doctorants et des doctorantes. Et donc, voilà, je suis vraiment intriguée par vos sujets et je vais me régaler en vous écoutant. Merci. Je vais vous inviter à rejoindre votre siège, à me rendre le micro. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Vous allez vous taire et réfléchir. J'accueille maintenant Madame Isabelle Chablot de l'Université de Fribourg.
Cette fois, je suis prête. Bienvenue, Madame Chablot. Merci. Vous êtes professeure ordinaire à la chaire de droit économique et vous allez être notre deuxième membre du jury ce soir. Moi, je suis toujours curieuse de savoir quand même de la part des professeurs. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concept quand même qui fait débat. Cette histoire de faire de la vulgarisation scientifique, cette histoire de raccourcir à sa portion congrue ou alors à son essence. C'est un peu la question. 3 ans, 4 ans de travail. Vous, en tant que professeur, vous en dites quoi de cet exercice ? Alors moi, je trouve que toutes les occasions de faire de la communication, de l'expression orale sont vraiment les bienvenues parce qu'on a trop peu d'occasions, en tout cas nous en droit, de le faire. Or, dans la vie, on doit pouvoir expliquer des choses, vulgariser après dans la vie professionnelle. Donc vraiment, chaque occasion est bonne à saisir et je crois que c'est un très bel exercice pour tout le monde. Merci. Donc, pour je me cette réjouis explication. d'entendre tous les candidats et les candidates. Du coup, je vais vous laisser rejoindre votre première collègue du jury et bonne chance parce que le travail ne va pas être facile ce soir. Merci. Et sous vos applaudissements, nous allons accueillir maintenant le dernier membre du jury, mais néanmoins son président, Nicolas Stevan. Donc vous êtes... Oui, c'est un titre à rallonge, effectivement. Oui, je vais le dire. En plus, il y a de l'anglais, j'aime pas trop. Ouais, moi non plus, mais soyez bon, voilà. tolérants. Vous êtes Corporate Relation Manager et Communication and Brand Partner à Jusqu'ici, c'est juste, oui. C'est bon ? C'est juste, J'ai lu juste. Alors, comme on ne va pas faire 3 minutes d'explication sur ce que ça veut dire, Non. si vous voulez, vous aurez la pause pour discuter avec M. Stevan. Non, pas la pause, c'est pas vrai. À la pause, on le garde. Après la soirée, vous pouvez le coincer derrière le bar et puis lui poser des questions sur tout ce que cela signifie. N'est-ce pas ? Oui. On vous a choisi un petit peu parce que vous avez un rôle un peu transfuge, comme ça vous travaillez à Neuchâtel, vous vivez à Fribourg, donc on a décidé que vous étiez l'élément neutre un peu. Oui, alors l'ombudsman ou bien un peu l'espion, en fait, puisque j'ai les deux visions maintenant. Ouais. Je fais 1 heure de route par jour, enfin plus, 2 heures de route par jour, donc je me rends compte de ce que c'est de vivre à la fois pour le travail à Neuchâtel et de vivre à Fribourg. Donc voilà, je suis vraiment dans le train là. Ouais. Enfin, là, vous êtes arrivé. On est content que vous soyez avec nous. Vous allez être rassemblés avec vos autres collègues pour ce soir. Regardez vos concurrents. Non, pas les miens. Ceux à tout le monde. Je pense qu'il est temps que vous leur adressiez un petit mot. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour ce soir ? Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, tout à l'heure, je leur ai adressé un mot, mais je n'osais pas le répéter ici parce que c'est une tradition du théâtre de dire un certain mot. Donc, je l'ai déjà dit avant. Pour le reste, je dirais que je suis déjà très impressionné par le nombre de cerveaux qu'il y a ici. Donc, voilà, je pense que ceux-là sont parmi les plus brillants, si j'ai bien compris. Donc, je leur souhaite de réaliser leur expérience, de s'exprimer devant tout le monde avec talent, avec chaleur. Et puis, moi, je veillerai à être impartial parce que je sais très bien que mes collègues ne le sont pas du tout. C'est pour ça qu'on m'a engagé, c'est ça. Donc je serai très impartial, mais je me réjouis énormément de vous entendre. Surtout que ce n'est pas la première fois que je viens. Et donc avoir ce rôle de président, c'est un honneur pour moi. Merci. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre vos collègues. Je récupère ceci que je vais tendre à quelqu'un. Merci beaucoup. Bon, on a les concurrents. On a le jury. Je pense qu'il vous faut quand même quelques clés sur le règlement. Donc c'est le moment passionnant de la soirée. Restez bien avec moi, s'il vous plaît. Je vais faire vite et concis. Vous ne me jugez pas, par contre. Donc, ça devient technique. Cette année, on a 2 rounds. 4 candidats de Neuchâtel et 4 candidats de Fribourg. Nous allons élire 3 personnes dans chaque round. Le candidat monte sur scène, c'est elle ou lui qui donne le top départ. Si le temps est dépassé, donc l'horloge, vous la verrez ici, il la voit là. Si le temps est dépassé, le candidat est disqualifié. Ils seront évalués sur 3 critères, leur talent oratoire et leur implication, la compréhension du sujet et la structure de leur exposé. Il y a évidemment une petite case pour le point coup de cœur. Donc 3 prix.
1750 et 500 francs pour chacune des volées. Et puis, là, ça devient plus intéressant pour vous. Ici en salle et chez vous à la maison, vous aussi, vous pouvez voter. Donc, l'objectif de la soirée, finalement, c'est de la communication auprès du grand public. Donc, on souhaite avoir aussi votre avis. Et vous aussi, vous pourrez élire votre candidat favori. Est-ce qu'on a... Voilà. Vous pouvez déjà... tapoter frénétiquement sur vos smartphones, soit l'adresse qui s'affiche en haut, www.wooklab.com/mt180 Fribourg 2022, ou scanner le QR code qui se trouve à gauche pour vous. Vous verrez, vous aurez déjà une petite question. Vous pouvez encourager les candidats. N'hésitez pas à leur laisser un petit mot qu'ils découvriront à la fin de la soirée. Et puis plus tard, on déclenchera le vote quand le jury se retirera pour réfléchir et discuter. Bon, je crois que maintenant, vous avez toutes les clés de la soirée. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Moyen. Je crois que le public doit montrer qu'il est prêt, plus pour les candidats qui commencent un petit peu avant. J'en vois qui essaient de s'enfuir. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez-les. Bien, nous commençons donc ce premier round. J'accueille sur scène notre première candidate, Monica Hernandez Estrada. Donc, Monica vient de la Faculté des Sciences, Institut de Biologie, l'Université de Neuchâtel. Ses directeurs de thèse, elle n'en a pas qu'un, oui. 2 directeurs de thèse, il faut au moins ça, sont Jacob Coella et Patrick Guérin. Et le titre de son travail qu'elle va vous présenter ce soir, c'est « Le goût du moustique, un feu de circulation hyper connecté ». Coordonné. Hyper coordonné. Coordonné. Et voilà, déjà un mauvais point pour moi. Coordonné. Connecté? Non, coordonné. 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 Monica est biologiste diplômée de l'Université Simon Bolivar à Mexico. Elle a un master en sciences, attention, ma prononciation, infectomique et pathogénèse moléculaire du centre de recherche Sinvestas au Mexique. Sinvestas au Mexique. Je vais aller boire un verre de rouge, ça va m'aider avec les accents. Oui, peut-être après. Elle est actuellement candidate au doctorat à la Faculté des Sciences de l'Université de Neuchâtel. Quand elle n'est pas dans son labo, Monica se ressource à la montagne en pratiquant la randonnée ou le snowboard. Et sinon, elle est chez elle à la maison et elle se détend et se calme comme avant ce soir avec du yoga et de la méditation. C'est donc une Monica en zen attitude que nous accueillons. Merci. Mais vous ouvrez le bal quand même. Oui. C'est pas facile, hein? Non. Comment on se motive pour poursuivre une thèse, pour monter sur scène? Est-ce que vous avez un mot, quelque chose qui vous donne la... Ah, mais ça, c'est une histoire. J'ai une amie que j'ai rencontrée à Vancouver en 2008. Elle m'a partagé une phrase que ça restait avec moi, spécialement pendant les moments les plus durs de ma thèse. Et ça vient de l'espagnol. La phrase, c'est « Siempre está pasando lo mejor ». Et ça veut dire « Toujours dans la vie, le meilleur est en train de se passer ». Alors, c'est exactement ce que je vous souhaite pour maintenant. Oui. Le meilleur. Merci. À vous la scène. Lorsman, professeur de biologie moléculaire, nous a présenté l'animal le plus dangereux de la planète comme un petit insecte ailé appelé moustique, j'ai été étonnée. Et qu'en plus, seules les femelles soient capables de transmettre des virus et des parasites en raison de leur besoin de se nourrir de sang m'a vraiment captivée. Alors, je me suis lancée dans une aventure sans fin avec ces insectes munis d'élégants costumes rayés. De sa capacité à ne pas tomber malade avec des mécanismes immunologiques avancés, à sa capacité à reconnaître des fines pistes physico-chimiques et sonotes, me ont amené dans un voyage surprenant dans l'investigation de ces diptères et de ces gypsies, responsables de la transmission et de la mort de millions de personnes dues à des maladies telles que le Zika, la dengue et la fièvre jaune.
pendant ma thèse doctorale, je me suis consacrée à explorer les aspects neurophysiologiques et comportementaux de ces moustiques. Aujourd'hui, je viens vous dire comme les femelles possèdent des structures hautement spécialisées appelées sensilla qui leur permettent de sentir les saveurs canoniques que nous connaissons comme sucré, salé, amer, appétissant ou umami et aqueous ou insipide. La discrimination rapide de chaque type de saveur, ainsi que son interprétation fine dans les centres élevés du système nerveux, équivalent au cerveau, doivent dicter un signal en millisecondes qui se traduit par un comportement crucial pour leur subsistance. C'est comme un feu de circulation hyper coordonné, où chaque couleur dicte un comportement. Vert pour manger, parce que c'est une nourriture appétissante et nutritive. Orange, pour faire attention, parce qu'il n'y a pas assez de nutriments. Et rouge, pour rejeter, parce que la solution pourrait être toxique et mettre la vie en danger. Cette prise de décision est l'un des mécanismes les plus sophistiqués du comportement de ces moustiques. Les résultats de mon travail montrent une claire association entre les goûts sucrés et umami ou savoureux qui permettent le remplissage complet des abdomens des moustiques femelles qui est fondamental pour se nourrir et pouvoir se reproduire. Donc, le palais de ces moustiques lui confère la sécurité de prendre le risque de piquer un être vivant d'une manière très audacieuse et au péril de sa propre vie. Eh bien, voici quelques raisons pour lesquelles ces petits insectes ne manquent jamais de nous piquer et de sucer notre sang. Merci beaucoup. Quelle ouverture, pleine d'énergie. Merci Monica. Merci. Le public aussi est super. Moi j'aimerais bien savoir, il y a beaucoup de gens ici, mais peut-être si vous pouviez rajouter une personne, quelqu'un. Jusqu'à Alors un petit groupe, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Bon, ma famille au Mexique, mes parents sont mes piliers de vie, ma soeur, ma plus grande confidente et amie. Bientôt Dario, c'est mon petit neveu. Et bon, nombreux des professeurs et amis qui savent à quel point c'est la compte pour moi. Si vous revenez, on doit doubler la salle. Quoi. Oui. Merci Monica. Merci à vous. Merci. J'aimerais accueillir maintenant notre deuxième candidate neuchâteloise, Solène Bellogui. Bienvenue, Solène. Merci. Alors, vous êtes de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Institut des Sciences Logopédiques. Votre directrice de thèse est Catherine Skorupa. Et l'intitulé de votre travail, c'est « Processus d'acquisition du langage chez les enfants mono et bilingues d'âge préscolaire ». C'est ça. J'ai tout bon. Un petit mot sur votre parcours. Après des études de logopédie à l'Université de Genève, vous avez travaillé plusieurs années comme logopédiste clinicienne avec des enfants qui avaient présenté différentes pathologies. Et puis après, vous avez voulu combiner pratique clinique et recherche scientifique, et donc vous vous êtes lancé dans un doctorat à l'Université de Neuchâtel. Et en même temps, vous avez gardé une partie clinique parce que vous avez un cabinet. Exactement. À vos heures perdues, vous êtes aussi violoniste et cavalière, et vous aimez les journées bien remplies, et puis les nouveaux défis, la preuve. La preuve. On a presque déjà touché un petit mot, mais vous pouvez nous confier, si vous n'aviez pas fait une thèse, quand vous étiez petite, vous auriez voulu faire quoi? Mon rêve d'enfant, c'était d'être luthier, fabricante de violons. D'accord. Alors, on va voir ce qui s'est passé entre deux et qui vous amène ici. Vous êtes prête? On y va. Parfait. En quelques années seulement, les enfants réalisent une prouesse. Ils apprennent à parler, parfois une, et parfois même plusieurs langues à la fois. Pour mieux comprendre comment ils s'y prennent, imaginez la scène suivante. Remplaçons les langues par des manettes de jeux vidéo.
D'un côté, nous avons Pierre, enfant monolingue qui joue avec une seule manette. De l'autre, Paul, bilingue, joue quant à lui avec 2 manettes en même temps. Ces 2 jeunes enfants doivent à tour de rôle réaliser des puzzles virtuels. Pour commencer, chacun a sa stratégie favorite pour récolter des pièces, autrement dit, apprendre des mots. Pierre, sur sa manette unique, sélectionne rapidement ses premières pièces, puis choisit les dernières par déduction. Paul, lui, préfère suivre le regard de sa mère vers l'écran pour décider quelle pièce prendre, puis avec quelle manette répondre. Au final, chacun obtient 100 pièces. 100 dans une main pour Pierre, 50 dans chaque main pour Paul. Les voilà donc prêts pour l'assemblage du puzzle, c'est-à-dire la construction de phrases. Bien qu'il arrive encore à Paul d'utiliser la mauvaise manette, les 2 enfants ont bien compris les règles permettant d'emboîter les pièces et avancent au même rythme. C'est alors qu'arrive un 3e enfant, Jean, qui aimerait bien jouer lui aussi. Il a apporté ses 2 propres manettes. Mais elles ont beau être exactement identiques à celles de Paul, elles fonctionnent très mal. Et malgré ses efforts, Jean ne parvient pas à jouer aussi bien que ses camarades. On constate donc bien que quelque chose ne va pas, mais on ne comprend pas. Manque-t-il d'entraînement ou les manettes sont-elles réellement défectueuses? On va alors chercher une voisine bricoleuse qu'on appelle une logopédiste, espérant qu'elle trouvera la solution. Mais elle reste sceptique. Elle a bien l'habitude de réparer des manettes individuelles, mais pas de reliées comme celle-ci. Elle ne sait pas quoi faire des fils supplémentaires, faute de mode d'emploi spécifique. Au quotidien, à l'instar de la voisine bricoleuse, les logopédistes connaissent bien le développement des enfants monolingues, mais manquent encore de ressources sur les enfants bilingues et se retrouvent souvent désemparés quand des difficultés apparaissent. Le but de ma thèse, c'est de mieux comprendre les ressemblances et les différences entre ces enfants pour ensuite mieux diagnostiquer les troubles du langage lorsqu'ils se présentent, en particulier chez les enfants bilingues. En d'autres termes, mon travail contribue à développer des modes d'emploi spécifiques à chaque type de jeu, pour qu'à l'avenir, chaque enfant, quels que soient ses outils, puisse réaliser le puzzle de ses rêves. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé du luthier à la manette vidéo, de jeu vidéo? J'ai réalisé que j'avais 2 mains gauches entre-temps et que j'étais meilleure pour réparer des langages que des violons. Bien. Merci beaucoup, Solène. Merci. Notre 3e candidate est Asel Sobekova. Asel, vous êtes passionné, c'est pas peu dire parce que vous allez voir la liste que je vais vous faire, est passionné par la thématique de la protection de la santé. C'est pourquoi elle se spécialise en droit à la santé, santé publique et droit du travail et de la sécurité, santé au travail des travailleurs de l'industrie de la fast fashion, et comme si ça ne suffisait pas, aussi au droit international d'investissement et au droit de la santé comparé. La liste est juste ? Juste. Parfait. À côté de ça, pour se changer les idées, alors elle aime beaucoup la mode durable et la boxe anglaise. Faites attention. C'est un sacré défi de se lancer dans une thèse. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou ? Fou, je ne sais pas. Je pense que peut-être courageux, courageuse. Peut-être il faut être entre les deux. Fougeux, fougeuse. On va voir si vous êtes fougueuse sur cette scène. Vous êtes prête ? Oui. Bien. À vous. J'aimerais vous poser une question. Comment vivre éternellement ? Je répète, comment vivre éternellement ?
Si je peux lire vos pensées en ce moment, vous êtes en train de dire « Non, c'est impossible, la vie éternelle, elle n'existe pas ». Vous avez parfaitement raison, parce que nous, les êtres humains, nous sommes tous condamnés à la mort, pour citer le grand philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau. La vie et la mort sont donc liées, et c'est triste. Enfin, on peut quand même vivre une longue, heureuse vie, car il existe une solution de juste milieu pour prolonger la vie. Et ce n'est pas un élixir de longue vie, car ça reste toujours un rêve pour des super riches. Ou encore la chirurgie plastique, car ça n'enlève que des rides. Alors, c'est quoi ce moyen? Ce moyen de prolonger la vie est la santé. Nous, les êtres humains, nous voulons vivre une longue vie. Et actuellement, par exemple, moi, je ne suis pas encore arrivée au milieu de l'aventure qu'on appelle la vie. Vous savez, je parle de la santé, mais je ne suis pas médecin, et loin de l'être. Alors, qui je suis? Je suis juriste, recherchant le droit à la santé. Mesdames et messieurs, les décès dus aux maladies chroniques représentaient 74% de tous les décès dans le monde entier en 2019, donc dépassant le nombre de décès dans d'autres circonstances. Pourquoi? Parce que les systèmes d'assurance santé n'existent que dans une poignée de pays, dont l'un existe en Suisse. Mais dans le reste du monde, le rôle d'assurance maladie dans la lutte contre les décès prématurés est largement sous-estimé. Vous savez, la santé, elle est beaucoup mieux protégée dans le cadre d'assurance maladie. À cet égard, d'autres pays pourraient suivre l'exemple du système d'assurance maladie suisse. Mais malheureusement, le problème actuel global, c'est le financement de ces systèmes. Alors que faire donc? Justement, ma thèse consiste en une étude de financement des systèmes d'assurance santé par le biais d'investissements directs étrangers et d'investissements de portefeuille. Les résultats de mes recherches pourront servir de feuille de route sur des aspects juridiques pour des pays, des investisseurs et des juristes. Autrement dit, ma thèse servira à montrer à mesdames et messieurs les investisseurs qu'ils peuvent aussi investir dans des systèmes d'assurance santé. Mesdames et messieurs, il est bien le temps de financer des systèmes d'assurance santé. J'ai une forte espérance que l'avenir nous réserve un monde dans lequel chaque patient dans chaque pays pourrait obtenir les soins médicaux nécessaires dans le cadre d'assurance santé. Je crois que la fougue a fait son effet. Qu'est-ce qui vous donne cette fougue? Qu'est-ce qui vous motive comme ça? Vous avez quelque chose qui vous aide à tenir le cap? Je n'ai pas de proverbe, mais je me dis toujours, en fait, je pense que c'est un mot qu'on dit en tant qu'être humain, ce n'est pas forcément lié avec notre statut de doctorante. Je me dis, il faut aller, tu peux le faire, c'est le seul moyen, tu peux faire ça, tu dois regarder au fond de toi, le but c'est quoi, donc c'est le seul moyen. Let's go girl, you can do it. Let's go girl. Let's go, let's go. Nous arrivons déjà à notre dernière candidate neuchâteloise. J'accueille sur la scène Valérie Manasterski. Bienvenue. Merci. Donc, Valérie Manasterski vient de la Faculté des sciences économiques de l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel. Sa directrice de thèse est Annick Dubié. Et sa thèse s'intitule « Émotion et journalisme, un duo incompatible ». Point d'interrogation. Vous avez fait votre bachelor et votre master à l'Université de Neuchâtel, et puis vous vous êtes inscrite en doctorat. Vous avez travaillé quelques années comme journaliste radio dans l'arc jurassien, et puis vous avez décidé de passer du sprint des médias au marathon de la thèse, avec un travail de longue haleine qui vous a gentiment amené au sprint de ma thèse en 180 secondes.
et qui en même temps une thématique qui n'était pas si éloignée de ce que vous viviez en rédaction, de ce que vous aviez vu et rencontré. Et puis, comme votre recherche porte sur les émotions, c'est quelque chose qui vous parle, je pense, beaucoup. Et vous, j'ai posé la question aux autres aussi, et vous, c'est quoi votre motto, votre proverbe, ce qui vous fait avancer? Je dirais que c'est prendre du plaisir. En ce moment même, j'en prends pas du tout, je suis en panique totale. Mais sinon, ça va, je vais garder ça en tête. Eh bien, on va voir. Mais je suis sûre que si vous l'encouragez encore un peu, plaisir, il y aura. Une fois, j'ai fait une interview, celle d'un enfant qui a vu sa maison détruite par des inondations. Et il m'a dit, avec ses yeux trempés, « Je fais des cauchemars toutes les nuits. » Et là, je me souviens, mon cœur s'est complètement retourné. Une autre fois, j'ai découvert un procès pour meurtre et pédophilie. Et j'ai osé imaginer que mon fils pouvait être la victime de cet homme. Et en rentrant chez moi, j'ai vomi. Toutes ces émotions fortes, je ne les ai pas vécues personnellement. En fait, ces histoires m'ont été racontées par des journalistes, près de chez vous. Et ce qui est fou, c'est qu'en écoutant le journal, vous n'imaginez pas une seconde que derrière l'information, ils ont vécu tout ça. Ma thèse porte sur les émotions, celle des journalistes, dont la mission fondamentale est de chercher la vérité. Et pour ce faire, ils ont appris à vous la transmettre de la manière la plus objective possible. Sinon, ce n'est plus l'information qui passe en premier, mais celui qui la donne. Mais vous voyez le dilemme, celui entre l'émotion provoquée par un sujet et le rôle neutre que le journaliste doit avoir devant vous. Eh bien, face à un dilemme, il y a des ruses. Les journalistes ont développé une habileté incroyable à trouver un compromis entre ressenti personnel et posture professionnelle. Mon travail consiste ainsi à analyser les stratégies des journalistes radio, à transmettre à l'antenne les émotions vécues en coulisses. Et ceci sans trahir leur crédibilité ni la sacro-sainte déontologie journalistique. Ainsi, durant le journal, vous n'avez pas entendu les trémolos dans la voix de la journaliste, mais plutôt les mots poignants de cet enfant traumatisé. Car la journaliste souhaitait vous faire entendre ce qui, elle, l'a chamboulé. Vous n'avez pas entendu le journaliste vomir ses tripes à l'antenne, mais plutôt le récit du calvaire des parents qui ont perdu leur fils. Mais vous voyez, il y a un paradoxe. Celui qui se niche tous les jours. Il y a aussi un truc de fou, c'est l'émotion qu'on vit. Et parce qu'on a peur, en fait, de tomber dans le sensationnalisme ou même de la défiance du public. Mais entre nous, que serait le journalisme sans une once d'humanité pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour comprendre l'enjeu d'un procès ou même d'une guerre à 2 pas de chez nous? Que serait le journalisme sans un peu d'effervescence dans la voix, sans des témoignages bouleversants et surtout, sans comprendre ce qu'a connu le journaliste au cœur d'un fait que vous n'avez pas vécu? Que serait le journalisme sans émotion? « 180 secondes après, c'est quoi l'émotion ? Je sais pas. Là, je suis un peu soufflée. Voilà, je pensais pas que je pouvais faire ça. Donc, encore cool. Un paradoxe. Bravo. Je vous propose d'aller souffler sur votre chaise et puis regagner un peu. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci. Nous entrons donc maintenant dans le round des Fribourgeois. C'est ceux qui jouent à domicile. Et je vais donc accueillir sur cette scène notre première candidate, Mira Kamali. Bienvenue, Mira.
Merci. Vous êtes doctorante à la faculté des sciences et de médecine de l'Université de Fribourg, au département d'informatique. Votre directeur de thèse est Denis Lalanne. Et votre thèse s'intitule « Réalisation d'un coach conversationnel multimodal pour le bien-être des personnes âgées ». Vous avez étudié l'ingénierie au Liban, l'ingénierie informatique, pas n'importe laquelle. Et puis vous êtes venu à Fribourg, à l'université de Fribourg, pour poursuivre une thèse. Vous collaborez aussi avec la Haute École d'ingénieurs et d'architectes. Au Liban, vous étiez une joueuse de volley aguerrie. En Suisse, vous vous êtes laissée séduire par les montagnes. Et vous êtes maintenant une snowboardeuse de chic et de choc. Ça va. En tout cas, vous en avez fait votre nouvelle passion, vous m'avez dit. Hein. Et puis, de manière générale, vous aimez beaucoup le voyage. Oui. Vous êtes prêt à faire voyager la salle avec votre coach multimodal? J'espère. On va voir, je vous laisse la place. Merci. Permettez-moi de vous poser une question. Quelle est votre plus grande peur? Une fois, j'étais à un souper avec ma famille, d'où mon oncle, d'ailleurs il parle beaucoup, et il nous a posé cette question. Mon père, il avait peur de son sécurité d'emploi, et mon cousin de ses relations désastreuses avec les filles. Et moi, je vous avoue, aujourd'hui, j'ai peur de ne pas gagner ce concours ce soir. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce qui m'a fait plus marquer ce soir-là, c'était la réponse de mon grand-père. Il avait peur de rester toute sa vie collé sur son canapé sans bouger. Je vous avoue, moi je pensais que la retraite, c'était le dolce far niente et je ne me rendais pas du tout compte qu'on peut être si préoccupé par notre bien-être. Quelques années plus tard, désireuse d'aider mon grand-père, je me suis lancée dans une thèse pour but d'améliorer la santé des personnes âgées. Avec mes travaux, j'ai fait un service de coaching qui va prodiguer des conseils et des recommandations. Il va donner des instructions, suivre les personnes et même les noter. C'est un coach qui comprend aussi les émotions. Et il va les accompagner à tout moment de leur journée. Mais à quoi ressemble ce fameux coach? Vous pensez que c'est une personne? Alors, pas du tout. Hein? J'ai créé un coach virtuel. Il est accessible par 2 systèmes. Le premier système, c'est une application mobile, textuelle et visuelle. Comme WhatsApp, vous pouvez écrire des messages et grâce à l'intelligence artificielle, cette application mobile va vous comprendre et va vous répondre. Le deuxième système, c'est un robot comme Alexa, mais un peu mieux parce que c'est moi qui l'a fait. C'est vocal et tactile. Vocal parce qu'il va vous répondre avec la voix. Et tactile parce que vous pouvez le toucher avec la main, manipuler et changer la position. Afin d'augmenter l'interaction entre ces 2 systèmes qui font ce fameux coach et les personnes âgées, je suis allée un peu plus loin dans ma thèse et j'ai combiné ces 2 systèmes afin de donner une réponse ensemble, en même temps, et comme ça la relation elle devient plus étroite et plus efficiente. Comment? Je vous donne un exemple. Imaginons ensemble mon grand-père qui veut faire des squats aujourd'hui. Facile, l'application mobile va envoyer les instructions sous forme de texte et le robot va parler et dire ses instructions à haute voix. À la fin, tout ce que moi, ça m'intéresse dans ça, c'est que mon grand-père, qui était si inquiet, ne soit plus tourmenté grâce à ce super fameux coach. Merci. Ça va? Ouais, c'est fini. Finalement. Je pense que vous n'aviez pas que des supporters dans la salle. Hein. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a tout le Liban qui vous regarde. Tout le Liban vous regarde. Si vous deviez choisir quelqu'un qui vous manque ici? Alors, j'aurais bien aimé voir ma famille ici, mais grâce à la technologie, ils peuvent me voir. Mais aussi, je remercie tous mes amis de Fribourg pour venir et j'apprécie beaucoup. Je crois qu'on les entend un peu. Merci Mira. Merci beaucoup. Ciao. J'accueille maintenant sur scène Simon Thuillard. Après les expats du Liban, du Mexique, on a maintenant un expat du canton de Vaud.
Je suis plus local. Simon, vous êtes à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université de Fribourg, au département de psychologie. Votre directeur de thèse, c'est Jürgen Sauer. Et le titre de votre thèse, Stress social dans les équipes hybrides humain-machine. On va découvrir tout ça. Vous avez un master en psychologie clinique et vous travaillez comme assistant de recherche à l'Uni de Lausanne. Et puis après, vous venez à Fribourg pour débuter votre thèse. Et on va parler de ça après, mais vous saviez depuis le début que vous vouliez participer à ma thèse en 180 secondes. Je connaissais le concours avant d'avoir une thèse. Ok, voilà. Et donc il y a de la suite dans les idées. Hein. C'est comme ça que vous êtes arrivé chez nous ce soir. Quand vous n'êtes pas sur scène avec nous, vous aimez bien deux choses, lire et marcher, et parfois les deux en même temps. Donc faites attention, hein, si vous le croisez, des fois il ne regarde pas où il va. Si vous voyez une silhouette avec un peu penchée sur le côté, c'est Simon et son gros sac de livres, n'est-ce pas? Oui, j'en ai plein dans mon sac là, que j'ai pris aujourd'hui, que je n'ai pas du tout eu le temps de lire, c'est comme d'habitude. Vous n'êtes pas ennuyé avec nous aujourd'hui? Non, j'ai pas eu de pause. Okay. Et vous donc, quand vous étiez petit, vous rêviez de? Pas de la psychologie, d'astronomie plutôt. Ok, la tête dans les étoiles. Oui. Ben, on va voir si le stress social dans les équipes hybrides humain-machine, ça nous emmène vers les étoiles. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Imaginez-vous vous faire renvoyer de votre travail par une machine. Ça vous paraît peut-être de la science-fiction, mais pour beaucoup de gens, c'est déjà la réalité. Comme les chauffeurs Uber, par exemple, qui interagissent avec leur application. Et cette application évalue la performance, surveille le travail et licencie sans aucune intervention humaine. On appelle ça le management algorithmique. Et ça se répond partout. Car le monde du travail évolue à toute vitesse. Des interactions sociales, complexes, qui n'existaient qu'entre humains, peuvent maintenant se faire avec des machines. C'est pourquoi nous, en psychologie du travail, on aimerait savoir quel est l'effet de ces nouvelles interactions sur les gens, sur les humains. Et dans ma thèse, je me suis concentré sur une interaction. Quand la machine critique négativement notre travail. J'ai donc développé un protocole expérimental me permettant de directement comparer la critique d'un humain à celle de la machine. Pour cela, 30 participants sont venus au laboratoire, un par un, et je leur ai donné du travail. Tous ont reçu sur ce travail la même critique d'un humain leur expliquant à quel point ils étaient mauvais et nous faisaient perdre notre temps. 30 autres participants ont effectué le même travail, ont reçu au mot près la même critique, mais cette fois, de la part d'un faux système automatisé que nous avions créé. J'ai observé, quand la critique venait d'un humain, que les participants, étonnamment, n'étaient pas très contents, étaient stressés et même un peu en colère. Avec la machine, les participants étaient tout aussi peu contents, tout autant stressés et tout autant en colère. La machine avait donc eu un aussi grand impact qu'un humain. Le même? Pas exactement. J'ai aussi observé, et là c'est très intéressant, que la critique de la machine avait été vécue comme plus injuste. C'est comme s'il y avait quelque chose d'intrinsèque à la machine que nous vivons comme injuste. Et ça, pour tous les employés actuels et futurs de ces machines, ce n'est pas vraiment bon signe. Alors, à votre prochain entretien d'embauche, souvenez-vous de cette présentation et pensez à vérifier discrètement que votre futur employeur ne soit pas un robot. Ça va? Et ça passe vite.
3 petites minutes. Ouais, non, c'est rapide. Bah du coup, vous êtes viré. Je vibre que pour. Pour de vrai? Ah, absolument. Bon. Voici maintenant sur scène Céline Graillat-Mansuy. Ça va Céline? Stressée. Céline, vous êtes à la faculté des lettres et des sciences humaines, mais au domaine français de l'université de Fribourg. Votre directeur de thèse est Claude Bourqui et le titre de votre thèse, Propagande d'outre-tombe, l'instrumentalisation des fantômes et morts gouvernementaux dans les Mazarinades. Bon voyage. Merci. Vous êtes né, vous avez grandi en Provence, vous aimez les livres comme Simon, et l'histoire avec un grand H et les histoires. Vous avez fait en parallèle des études de vos études en lettres, une licence et un bachelor en histoire de l'art et en archéologie à Aix-en-Provence. Et avant d'arriver à Fribourg, vous êtes passé par l'Irlande, puis par Genève. En dehors de votre thèse, vous couvez des yeux la croissance de votre bébé et des plantes de votre balcon. Oui. Pas le même travail. Et je me suis laissé dire que votre bébé était assez fasciné, avait l'impression que vous jouiez en fait quand vous écriviez votre thèse. Oui, en fait, j'ai un vieux clavier mécanique qui fait un bruit insupportable quand je travaille et lui n'entend que ça. Et l'écran ne l'intéresse pas, par contre, il adore se mettre à mon bureau et passer les mains sur le clavier pour faire le bruit des touches. Voilà, j'ai demandé à tous nos candidats pratiquement ce qu'ils voulaient faire quand ils seraient grands. Et maintenant, on sait que là, on a quelqu'un qui rêve de faire une thèse. Je lui demanderai. Ah, moi, je voulais être Indiana Jones. Indiana Jones, ok. On va discuter de ça encore un peu après. Vous êtes prête? Je crois. Très bien. À vous la scène. Vous connaissez Tinder? C'est pour beaucoup de monde une appli de séduction bien pratique. Et bien les Français, eux, ils ont cru qu'ils allaient faire de la politique avec. Vous ne me croyez pas? En février dernier, l'une des nombreuses polémiques qui concernaient les jeunes avec Macron et le parti des écologistes, c'était parce qu'ils avaient créé des profils fantômes pour amener de gré ou de force les gens à la politique, plus ou moins à leur insu. Alors, le coup médiatique est réussi, le buzz est en marche. Et si je vous disais que ce n'est pas une première, qu'au XVIIe siècle, à défaut d'appli et d'Internet, c'était du papier, à défaut de profil, ce sont des personnages, mais c'est toujours de la politique, c'est toujours du buzz, mais cette fois avec de vrais fantômes. Ce sont les Mazarinades. Entre 1648 et 1652, on dénombre plus de 6000 de ces textes polémiques publiés contre le cardinal Mazarin. C'est une période que l'on appelle la Fronde, période très à la mode chez les Français de contestation contre le gouvernement et les impôts. Bref, passons. Donc mon travail, c'est d'analyser qui sont ces fantômes. Je travaille donc sur tous ces textes spécifiquement qui ont pour point commun de mettre en scène des fantômes dans les discours politiques. Pas n'importe quel fantôme. Ce sont tous, absolument tous, d'anciens membres du gouvernement. Richelieu hante Mazarin, Marie de Médicis hante sa belle-fille, toujours très agréable, et Louis XIII revient expliquer à son fils comment gérer le royaume et le gouvernement, qui a dit que la mort empêchait de travailler, après tout. Rappelons qu'au XVIIe siècle, les gens croient aux fantômes. Ils peuvent donc croire que ces apparitions et leurs propos sont réels et rapportés en toute bonne foi dans la presse. Et pourtant, ce sont de vraies personnes bien vivantes, cachées derrière ces fantômes, qui critiquent le gouvernement sans assumer. Ils détournent des propos, créent des polémiques, se servent du passé comme d'une arme. Les plus audacieux font même des écrits qui n'ont aucun esprit. Bref, les presses tournent en continu pour distiller des informations invérifiées et invérifiables à l'image d'Internet et des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc dans ma thèse, j'analyse précisément ces discours, je décortique leur construction pour voir
Pourquoi est-ce qu'on utilise des fantômes à des fins politiques? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Pourquoi tous ces clichés et stéréotypes de l'époque sont utilisés à des fins de manipulation? C'est une recherche qui mêle littérature, histoire, politique et ancêtre des réseaux sociaux. Je vous remercie. Bon alors, et Indiana Jones? Vu que je travaille avec des morts et avec des fantômes, quelque part, j'y suis un peu arrivée. Je suis une Indiana Jones des livres. Je n'ai pas eu à acheter de blouson en cuir, pas de chapeau, pas de fouet, on ne me tire pas dessus. Je pense que je suis gagnante. Absolument. Et vous avez un super clavier. Ouais. Merci Céline. Nous arrivons déjà à notre dernier candidat de la soirée. J'accueille sur scène Quentin Métayer. Vous avez ramené l'équipe de foot? Il y a du monde, ouais. Quentin, vous êtes de la faculté des sciences et de médecine de l'université de Fribourg au département d'informatique. Votre directeur de thèse, c'est Marino Widmer, et le titre de votre thèse, Conception d'un modèle évaluant l'état physiologique des conducteurs de véhicules automatisés. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur généraliste en France, à Biarritz, et vous avez passé votre dernière année de diplôme à Manchester, en Angleterre. Vous vous êtes spécialisé en système embarqué robotique. On va en apprendre plus dans quelques instants. Vous avez aussi fait un stage de fin d'études à Paris et vous arrivez, dites-vous, un peu par hasard. On n'arrive pas par hasard à Fribourg. Un petit mail sur sa boîte mail et me voilà à Fribourg. Ok. C'est le hasard. Je prendrais volontiers la même chose pour New York. Si quelqu'un veut m'envoyer un mail. Et donc, vous êtes en doctorat en informatique maintenant au sein de l'Institut Human Tech à Fribourg. Outre ça, on l'a vu, hein, Quentin est passionné de football et il pratique dans un club. Moi, je soupçonne, c'est facile de ramener du monde quand on fait partie d'un club. Si quelqu'un veut le défier, donc la prochaine fois, c'est sur un terrain fribourgeois. Et sinon, vous aimez voyager et sortir avec vos amis. On vient de passer toute une soirée ensemble, en tout cas la première partie. Vous avez entendu 7 thèses jusqu'à présent. Je suis sûre qu'il y en a plein qui se sont convertis. Ma collègue de Neuchâtel peut ouvrir son carnet d'adresses. Vous pouvez venir, vous pouvez vous inscrire en thèse quand vous voulez. Mais si vous deviez encore convaincre quelqu'un de faire une thèse, vous lui diriez quoi? D'abord, si on a un sujet qui nous passionne, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a une soif d'apprendre et qu'on est un peu curieux, la thèse est faite pour vous. Et surtout, si vous aimez voyager, il y a des conférences à faire partout dans le monde, donc n'hésitez surtout pas à faire des conférences. Bon, pour l'instant, on vous garde avec nous? Absolument. Vous êtes prêts? Prêt. À vous la scène. Merci. Qui ne s'est jamais senti fatigué au volant d'un véhicule? Qui n'a jamais été distrait par son smartphone en conduisant? Personne. Dans 90% des cas, c'est le conducteur qui est responsable de l'accident. Pour pallier ce problème, les constructeurs automobiles tentent de plus en plus d'automatiser les véhicules pour aider le conducteur. Cependant, on existe 6 niveaux d'automatisation. Du niveau 0, où la conduite est totalement manuelle, c'est l'époque de nos aïeux, au niveau 5, où la conduite est totalement autonome, et ça, c'est plutôt le futur. Actuellement, les véhicules sur nos routes sont de niveau 2. C'est par exemple Tesla. Tesla, la voiture est capable de rouler de manière autonome, mais c'est toujours le conducteur qui est responsable de la conduite. La recherche actuelle se situe sur le niveau 3. Le niveau 3, la voiture est aussi capable de rouler de manière autonome, mais c'est elle qui donne le contrôle au conducteur seulement en cas de situation critique. Prenons un exemple. Est-ce que cette personne, selon vous, est prête à reprendre le contrôle? Pas sûr. Pour cela, l'idée de ma thèse est de construire un modèle intelligent capable d'évaluer et de prédire l'état du conducteur de manière continue. Mais ce modèle, qu'est-ce que c'est? Ce modèle, c'est une intelligence artificielle, une machine, qui à partir de vos données physiologiques, comme le rythme cardiaque ou le rythme respiratoire, va être capable de prédire votre état. En particulier, j'ai sélectionné 4 états qui sont considérés comme critiques pour la conduite. La fatigue, la charge mentale, le stress
et la conscience de la situation. Cette machine, comment elle va faire? Cette machine, elle a besoin de données. Elle a besoin de données pour s'entraîner à prédire ses états. Pour cela, une des premières tâches de mon doctorat a été de construire un simulateur de conduite pour faire des tests utilisateurs et collecter toutes ces données. Avec des étudiants en psychologie, nous avons mené 4 études où nous avons collecté les données physiologiques de plus de 350 personnes dans différents états de stress, de fatigue ou de charge mentale. Finalement, j'ai pris toutes ces données, j'ai entraîné mon petit modèle, ma petite machine, et à la fin, j'ai pu la tester sur une expérience finale sur le simulateur avec 35 personnes, pour voir un peu comment la machine se comportait, et on s'est rendu compte que les prédictions étaient plutôt bonnes. Concrètement, ce genre de modèle pourrait déjà être utilisé dans vos véhicules en utilisant des montres connectées, ou même des capteurs qui seraient directement intégrés dans le véhicule, dans la ceinture ou dans le siège. Finalement, avec l'émergence de ce type de véhicule autonome de niveau 3, l'utilisation de mon modèle et la vigilance de tout le monde, on pourrait tous ensemble contribuer à réduire le nombre d'accidents sur les routes dans les prochaines années. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'est bon. Comment ça va? Ça va, c'est fini? Ça va bien? C'est fini? C'est passé vite, hein? Et puis c'est le bon moment de la soirée. Ça y est. C'est l'heure de l'apéro. C'est la bière. Yes. Vous avez mérité une bière. Merci. Vous pouvez retourner vous asseoir. Nos candidats ont bien travaillé. Je crois qu'ils commencent. Je les vois, oh, ils sourient. Ils ont tous une banane. Ils sourient. Par contre, maintenant, c'est à vous. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Vraiment, vraiment pas du tout. Bon courage. Vous avez 40 minutes, messieurs, dames, pour faire votre choix. Vous aussi, vous avez 40 minutes dans la salle, chez vous. 40 minutes pour scanner le QR code, faire l'adresse qui est ci-dessus et voter pour votre candidat préféré. Vous avez le droit de ne voter qu'une fois, mais vous avez le droit de voter pour plusieurs personnes. Par contre, une fois que vous sortez du truc, vous n'y rentrez plus. Donc, réfléchissez bien, vous avez 40 minutes. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez sortir. Juste à gauche, il y a un espace qui vous est réservé. Vous pouvez commander à boire et on vous a préparé quelque chose à grignoter pour patienter pendant que vous travaillez. Pour ceux qui sont à la maison, profitez du petit film musical que vous a concocté Le Nouveau Monde. Sortez vos agendas et notez les chouettes spectacles et les chouettes concerts qui vont avoir lieu dans cette magnifique salle. Ces prochaines semaines, il y a des choses à ne pas manquer. Et puis, pour ceux qui votent, il y a une petite bulle en bas à droite. Si vous avez envie de laisser un petit mot à nos candidats ou aux techniciens, aux gens qui font que cette soirée fonctionne ce soir, n'hésitez pas. Mais surtout pour ceux qui sont là, allez boire un verre. À tout à l'heure. Soon after. Comment ça va, le Nouveau Monde? C'est un très petit, ça va. Je trouve qu'après un apéro, 40 minutes de pause, on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus enthousiaste. Comment ça va? Et vous? Ouais, c'est pas très enthousiaste non plus, hein. Ça va? Oh, c'est toujours très petit, c'est toujours très petit. Le jury est avec nous, il est prêt. Vous aussi, j'espère. Est-ce que vous avez tous voté? Tout le monde a voté dans la salle. Tout le monde a bien voté. Parce que maintenant, on va clore les votes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Et presque. On va attendre le nom de la ou du gagnant du prix du public qui va apparaître ici. Il y a une tension énorme maintenant au fond de la salle pour la personne qui doit m'envoyer le message. Et le gagnant du prix du public est Mira Kamali. Bravo Mira. Il faut... Non, c'est moi qui vais te tendre le micro. Ça va ? Tu avais dit cet après-midi, tu l'as dit ici, tu l'as dit à la télé, je suis venue ici pour gagner.
C'est chose faite. Comment ça va? Il y a encore le deuxième prix. Mais ça va bien. Messieurs, dames, on va voir ce que le jury va dire. Est-ce que tu veux, au cas où, quand même déjà dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je veux dire merci premièrement à ma sœur Laïla et son pote Axel qui sont maintenant à La Réunion, qui m'ont aidé durant la préparation. Puis je veux remercier aussi mes colocs et ma pote Kinga parce qu'ils m'ont aidé aussi à réciter devant eux. Et aussi toi et toute l'équipe de 3MT parce que quand on a pratiqué, ça m'a beaucoup aidé en tout cas. Donc j'aimerais bien vous remercier tous. Merci à toi, savoure. Bon, on va voir si le jury a bien travaillé. J'aimerais accueillir encore une fois sur scène Nicolas Stevan, président de notre jury ce soir, maillon neutre, commandant, neutre, chef des discussions. Toujours aussi neutre, ouais. Toujours aussi Oui, neutre. Totalement. Alors, Nicolas Stevan, comment ça va? Comment ça s'est passé? Alors, c'était très difficile. Vraiment. C'était... je pense que la dernière fois que je suis venu, c'était... Il n'y a pas des gens qui étaient là la dernière fois. J'ai dit la même chose, non. La dernière fois, c'était plus facile. D'accord, bon. Alors, et puis je dois commencer par quoi? Mais d'abord, moi, j'aimerais bien une petite... petit constat quand même avant qu'on parle des prix différents. Qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que vous avez quand même discuté. Qu'est-ce que vous relevez cette année? Bon, moi je peux faire justement, j'ai relevé qu'il y avait une différence. C'était de plus en plus professionnel, qu'on sentait quand même qu'il y avait un coaching fort derrière. On sentait vraiment qu'il y avait les youtubeurs derrière. Il y a vraiment une logique de youtubeurs et je pense que là, on a senti la différence. C'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait pas ça. C'est assez étonnant parce que finalement, cette manière d'accompagner le geste avec la parole, il y avait très peu. Donc ça, c'est une toute nouvelle chose qui est apparue, ça m'a assez frappé. Voilà, ça c'est une perception que moi j'ai. Et puis on a décidé en fait, parce que sur cet élément-là, on n'était peut-être pas aussi clair que ça, on a décidé de faire des commentaires aux premiers qu'on a choisis et pas aux autres. Parce qu'on se disait, déjà on n'avait pas le temps en 40 minutes, mais après on est prêt à vous expliquer des choses comme elle a dit Farida, tout à fait en personne à personne, il n'y a pas de souci par rapport à nos choix. Et puis voilà, tout ce que je voulais dire. Bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, non? On sent qu'il y a quand même une certaine impatience. Donc je pense qu'on va passer au vif du sujet. Et je crois que j'ai plus besoin de notes à ce stade. Nous allons donc commencer par l'université de Neuchâtel et son 3e prix qui revient à... Oui, alors j'ai Fribourg qui est... Ah ah. Alors. Suspense. Il y a bientôt des évanouissements là. Alors, le 3e prix revient à Valérie Manasterski. Bravo! Oui? Valérie. Bravo Valérie. Bravo. Est-ce que vous voulez nous dire un mot? Comment ça va maintenant? Les émotions. Alors, maintenant, les émotions. Alors là, c'était franchement des sacrées émotions. J'étais un peu... j'étais tellement stressée. Un truc de dingue, vraiment, que j'en ai un peu perdu mes mots. Et puis, en tout cas, je suis ravie d'avoir cette place parce que je ne m'y attendais franchement pas. Donc, merci beaucoup. Félicitations. Je vous invite Merci. à vous installer là, sur la scène. Nous passons donc au 2e prix pour l'université de Neuchâtel, qui revient à Solène Belloggi. Bravo Solène.
Un petit commentaire, Solène? Bah ouais, hyper contente. Cool, c'était une belle expérience. C'est en plus d'autant mieux avec un prix. Donc voilà, que du positif, c'était vraiment très très chouette. La préparation, la soirée. Puis bah merci aussi pour tout, pour le coaching. Félicitations. Merci. Je vous laisse rejoindre votre collègue. Et nous allons maintenant accueillir sur la scène le premier prix de l'Université de Neuchâtel. Le premier prix revient à Hazel Sorbekova. Félicitations. Oui, je voulais faire un petit commentaire, parce qu'on a décidé ça. Présence scénique impressionnante. J'ai même eu un peu les frissons, en ce qui me concerne. Introduction avec beaucoup de suspense. Et puis pour finir avec un sujet sur la santé égalitaire et un sujet international. Donc c'était impressionnant. Bravo. Merci. Alors, Hazel, comment ça va? Ça va très bien. Je remercie les deux universités. D'abord l'Université de Neuchâtel, après l'Université de Fribourg, pour d'avoir organisé tout ça. Je remercie ma mère, mes collègues, ma directrice de thèse, et puis cette chaleureuse équipe de 8 personnes avec lesquelles je suis devenue des amis. Et Monsieur le Président, vous avez absolument raison. Je veux faire une remarque par rapport à ce que vous avez dit des youtubeurs, etc. Donc, je suis une petite youtubeuse. Ah, voilà. Je parle sur la fast fashion. Au début, Farida m'a présenté. Donc, je parle sur les effets de la mode fast fashion. En tant que juriste, sur les effets de cette industrie sur les travailleurs de cette industrie. Mais voilà, donc aujourd'hui, je viens en tant que doctorante qui veut protéger le droit à la santé, qui veut que dans tout le monde, il y a chaque patient dans chaque pays dont sa santé soit assurée. Voilà. Je vous remercie en tout cas, je suis très heureuse. Merci, merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Vous êtes magnifiques. Université de Fribourg maintenant, 3e prix. Revient à... Alors, le 3e prix revient à Mira El Kamali. Ah. Bravo. C'est bon? Vous avez eu tout ce que vous vouliez ce soir. Bravo. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, merci. No comment. Rejoignez vos camarades. Nous passons donc au 2e prix pour l'Université de Fribourg. Le 2e prix revient à Simon Thuillard. Oui, ici. Voilà. Merci. Comment ça va, Simon? Ça va. On va devoir refaire ça une fois, du coup. Même 2. Ouais, je vois déjà une. Non, j'espère que ça va bien se passer comme ce soir la prochaine fois. Je suis content. Savourez la soirée avant de penser à la suite. Maintenant, c'est le moment où ça va bien. Oui. Allez rejoindre vos camarades, s'il vous plaît. Super. Et notre dernier premier prix. Alors, le dernier premier prix revient à Céline Graillat-Mansuy.
On va laisser Céline savourer les émotions, puis prendre le commentaire. Voilà. Ce que le jury a pu relever, c'est l'actualisation d'un sujet médiéval qui était quand même pas simple. Hein. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Le maintien du suspense durant toute la présentation. Et puis la précision de la méthode de travail. Dans le cadre d'un sujet comme celui-ci, c'est impressionnant. Bravo. Merci. Bravo. Un petit commentaire ? Je m'y attendais vraiment pas du tout. Enfin, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Bravo encore. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Notre soirée... Oui, va-t'en. C'est sympa. Tout ce travail pour être traité d'une certaine manière. La soirée touche à sa fin, mais il faut toujours une petite page de remerciements, de publicité, tout ça. Donc vous allez rester tranquillement encore quelques minutes ici. Vous pouvez encore laisser un petit mot sur le même link que vous avez utilisé durant toute la soirée pour féliciter nos candidats, leur dire tout le bien que vous avez pensé de leur performance. Si vous en avez envie, bien entendu. Vous pouvez aussi leur dire ça en live tout à l'heure dans le bar foyer. Je pense qu'ils seront encore plus heureux de l'entendre de cette manière, mais au cas où vous devez filer, laissez-leur un petit mot. Moi, j'aimerais beaucoup remercier d'abord nos candidats, parce que vous avez fourni un travail extraordinaire. Ensuite, les membres de la CUSO qui ont offert des coachings, qui ont encadré tous les doctorants qui vont organiser la suite, qui vont vous accueillir à la finale nationale qui aura lieu le 19 mai à Genève. J'aimerais aussi remercier notre partenaire Le Nouveau Monde, parce que sans les techniciens qui s'agitent et qui font tout le travail là derrière, on ne pourrait rien faire. L'Université de Neuchâtel, avec qui on a eu une magnifique collaboration, je trouve que c'était une réussite de programmer cette soirée ensemble. Et puis toute l'équipe de l'Université de Fribourg qui a travaillé avec moi sur cet événement, parce que sans eux, on ferait rien. Les caméramans, les gens qui se sont occupés des doctorants, qui vous ont reçus, qui vous ont accueillis, encadrés, conseillés, etc. Merci vraiment à toute l'équipe et puis à ceux qui se sont occupés des réseaux sociaux derrière, qui me font des signes, qui nous oublient. Oui, félicitations. Et merci, surtout, félicitations. Voilà, je m'embrouille. Et puis, un petit mot sur les prochains événements, parce que ce n'est pas la seule collaboration qu'on a avec le Nouveau Monde. On est là une fois par mois avec les cafés scientifiques et l'Université de Fribourg. Et puis, pas de chance. Hein, on était là avant, si jamais. Mais le 19 mai, même soir, si vous avez la flemme de vous déplacer à Genève, venez voir le Science Slam. Même principe, 10 minutes. Encore un peu plus de fantaisie dans le setting de la scène, un peu moins structuré, mais tout aussi drôle et passionnant. Donc rendez-vous le 19 mai pour le Science Slam qui lui se déroule en allemand et en anglais. Je crois que j'ai terminé. Cher public, merci de nous avoir suivis depuis chez vous, depuis votre canapé, depuis le Liban, depuis Mexico, depuis où que vous soyez. Merci à ceux qui étaient dans la salle. N'oubliez pas d'aller boire un verre encore en sortant, ça vaut la peine. Discuter, fêter ça. On va garder nos doctorants encore quelques minutes, ainsi que les membres du jury, pour réaliser quelques photos, parce qu'il faut quelques photos. Et puis après, ils vous rejoindront et vous pourrez fêter votre victoire avec tous vos proches. Merci à tous et bonne soirée.